Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition de mon podcast. Merci d'être au rendez-vous, merci d'être là. Cette semaine, une édition assez particulière en fait, je reçois Pierre Henrichon qui a écrit Big Data. Faut-il avoir peur de son nombre? J'étais supposé parler avec Pierre avant la pandémie, en fait, je pense que c'est exactement quand la pandémie a débuté, on était supposé de se voir, était supposé de venir chez moi, puis on enregistre ça. Donc, finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis, bon, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas remis l'entretien de manière virtuelle. Ça n'a pas à donner. Puis, mais là, je trouvais que c'était vraiment un bon timing pour lui parler avec tout ce qui est arrivé. On dirait que son livre prend une autre dimension avec toute la situation de la pandémie. Vous allez voir, on en parle durant le podcast. Et il y a aussi le film de Social Dilemma qui est sorti sur Netflix, qui a fait un gros buzz. Et je trouvais ça intéressant de lui parler à lui parce que je l'ai vu, ce film-là, puis j'ai apprécié quand même, j'ai certaines réserves. En fait, je trouve que ça reste un peu en surface. Et ça, je trouve ça parce que j'ai lu ce livre-là, justement. On y va beaucoup plus en profondeur et on comprend le problème d'une manière un peu plus globale, d'une manière un petit peu plus néolibérale, capitaliste. On s'aventure moins sur ce terrain-là, je trouve, dans le documentaire. C'est un bon documentaire quand même, je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça éveille sur certains problèmes, certains enjeux. Mais je dirais que ce livre-là, si ça vous intéresse, ce documentaire-là, c'est 1000 fois meilleur, vraiment plus documenté. En tout cas, moi, je le conseille énormément. Ça permet d'avoir un portrait global, puis d'avoir des informations très précises qui n'est pas nécessairement dans le documentaire qui joue un petit peu plus sur les émotions, là, je dirais, là, avec toutes les mises en scène et tout ça. Ce qui est nécessaire aussi, hein, c'est quand on devient émotif, c'est là qu'on veut peut-être changer les choses. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus fouillé. Fait que je trouve ça intéressant d'y parler finalement exactement à ce moment-là. Je pense que ça va avoir une plus grande portée parce que avant la pandémie, quand je voulais y parler, j'étais comme moi, ça m'a intéressé. J'ai trouvé qu'il y avait des enjeux extrêmement importants en ce moment dans ce livre-là, mais est-ce que ça va intéresser les gens? Et là, j'ai comme la confirmation que oui, ça intéresse les gens, ces enjeux-là. Donc, on va aller parler avec Pierre Henrichon avant d'y aller. Vous rappelez que je suis sur Patreon, si vous voulez encourager ce podcast-là, si vous trouvez que c'est un contenu qui est intéressant, qui est pertinent, qui est nécessaire en ce moment. Vous pouvez m'encourager. Bon, hein, on est en situation de pandémie. Moi, je fais 0 show. Fait que si vous voulez m'encourager en général, ça serait apprécié. Si vous voulez encourager ce travail-là, bon, je suis pas le plus à plaindre, là, mais quand même, là, je sais pas, je sais pas quand ça va revenir. Bon, là, on est en confinement. Bon, le go veut pas dire que c'est un confinement, mais un semi-confinement. Puis je sais pas quand ça va revenir, je sais pas quand les spectacles vont pouvoir avoir lieu à nouveau. Il y a beaucoup de choses qui jasent dans le milieu, que ce sera pas de retour avant, bon, loin en 2021. Fait que je le sais pas. Je sais pas c'est quoi le futur dans ma vie. Fait que si vous voulez encourager ce podcast-là, ça serait extrêmement apprécié. Mais vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Je finis toujours par les donner gratuitement, ces podcasts-là. Donc, parce que je trouve ça important de faire circuler ces informations-là. Donc, on s'en va écouter Pierre Henrichon, Big Data. Faut-il avoir peur de son nombre? Entretien très intéressant que je vous conseille. Bye bye. Pierre Henrichon, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à mon podcast. C'est très apprécié. Bien, merci de m'avoir invité surtout. C'est un plaisir, c'est un plaisir. On va vous présenter un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes traducteur, vous êtes militant et vous êtes président fondateur d'Attaque Québec. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu c'est quoi Attaque Québec? Ben, à l'époque, Attaque Québec avait été créé suite à une série d'articles, enfin un éditorial un billet dans le monde diplomatique qui appelait à la création d'une organisation qui viendrait lutter pour imposer une taxe sur les transactions financières. Et on calculait à ce moment-là que ce qu'on recevrait comme total de cette taxation-là serait dans les centaines de milliards de dollars qui pourraient aider au développement. On avait, à ce moment-là, je travaillais avec Alain Deneau. Et c'est Alain, moi et d'autres personnes qui avons travaillé d'arrache-pied pour créer Attaque Québec à l'époque. Je me souviens plus des dates, je me souviens plus si c'est 99 ou 2000, dans ces eaux-là.
Et bon, je suis resté président 2 ans, je suis devenu secrétaire général. Et après ça, pour toutes sortes de raisons, j'ai laissé aller ATTAC, laissé ça entre les mains de Claude Vaillancourt. Et Oui, que j'ai il reçu aussi. continue à faire un très bon travail d'ailleurs. Donc, voilà. Mais ça a été une belle aventure à l'époque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a abouti de ça? Est-ce que vous avez réussi à atteindre certains objectifs ou c'était trop complexe ou c'est des longs dossiers, j'imagine? Ben, il y a eu quand même un certain nombre de résolutions de gouvernement, bon, des résolutions pieuses, je pense même au gouvernement canadien qui avait voté, qui acceptait le principe de taxer les transactions financières. Mais ça, dans l'ensemble, c'est tombé. Là, on voit surtout un mouvement pour la taxation des multinationales, des grandes entreprises numériques, etc. Là, je lisais dans le Devoir ce matin que l'OCDE, depuis des années, tente de régler ce problème-là. Ils n'arrivent pas à obtenir un consensus au point où les États risquent d'être obligés d'imposer unilatéralement un impôt sur ces entreprises-là. Mais en fait, on verra. Mais le débat sur la fiscalité s'est beaucoup amplifié dans les dernières années et je pense que c'est un dénouement assez heureux, à savoir qu'est-ce qui va en sortir concrètement. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix de s'attaquer à cette fiscalité complètement inique. C'est un des enjeux les plus importants en ce moment. Puis je pense que la grogne monte de plus en plus. Oui, puis on a vu les attaques sur les services publics et particulièrement en éducation et en santé, que ce soit au Québec ou partout en Occident d'ailleurs. Le financement des services publics relativement à la richesse produite a beaucoup baissé et on en voit les effets. Oui, on le voit concrètement en ce moment. Oui, tout à fait. Oui. Je vous invite un fort prix. Oui, je vous invite principalement pour parler de votre livre publié chez Éco-Société. Big Data, faut-il avoir peur de son nombre? Une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Tout d'abord, une question, c'est un peu de base, là, mais quand même pour être tout le monde sur la même longueur d'onde, c'est quoi ça, le Big Data, pour ceux qui ne savent pas? Le Big Data, c'est grosso modo, ça commence par la cueillette, la collecte de données. Et pourquoi veut-on collecter des données? Bon, ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre, parce que ça coûte cher collecter des données, c'est pas évident. Si on prend l'infrastructure mise en place par Google, le moteur de recherche, ou encore Facebook, ce sont des investissements considérables en termes de logiciels et en termes de matériel. Donc, on collecte les données dans une très grande quantité parce qu'on veut comprendre comme le comportement des gens en vue de le transformer. Et si on prend Google, les moteurs de recherche, le comportement qu'on veut avoir, c'est les préférences des gens, soit sur des thèmes d'actualité, des lectures ou peu importe. Et à partir de là, on vend le traitement de ces données-là à des annonceurs, des compagnies d'assurance, des compagnies financières, en leur disant, voici, on comprend mieux vos clients ou les données qu'on a collectées vous permettent de mieux comprendre vos clients, de mieux les connaître et donc de mieux les influencer et de les cibler presque individu par individu. On l'a vu dans la campagne électorale présidentielle en 2016 avec Cambridge Analytica, qu'on pouvait envoyer des messages ciblés à des électeurs. Et ce que ça fait, et c'est la thèse que je défends dans mon livre, ça fait une dissociété. C'est-à-dire que chaque individu est interpellé sur des enjeux politiques, mais qui répondent à ses émotions. Donc, on vise un électeur en fonction d'une question à laquelle il tient beaucoup, et on enfonce le clou là-dessus, on lui fait voir des opinions similaires, on construit un silo idéologique autour de ses émotions, et on en fait un électeur ou on le décourage d'aller voter. Les deux stratégies sont possibles pour remporter des élections. On le voit aux États-Unis, défranchiser les électeurs est une stratégie électorale très profitable au Parti républicain à l'heure actuelle.
Mais j'imagine Je que ne sais pas beaucoup. si j'ai répondu à votre question Ouais, ben pour le Big oui, Data, mais ça essentiellement, ressemble c'est à ça. ça, mais j'aurais tendance à dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient, ouais, mais c'est quoi le problème avec ça? Moi, je suis bien content, on m'offre des produits qui m'intéressent plus. Puis j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se pensent plus intelligents que tout ça en se disant comme, ben non, mais moi, je peux pas me faire influencer, là. Moi, je suis beaucoup plus allumé. On peut pas me Ah ouais. diriger vers un endroit où je veux pas aller. Pourquoi on devrait avoir peur un petit peu plus de ça? Parce que j'ai l'impression que quand on dit ça, les gens sont au courant de ça, mais ça n'a pas l'air à les stresser plus que ça. Ouais, mais c'est sûr que chacun d'entre nous, moi le premier, je me dis que quand j'achète un bouquin sur Amazon, puis qu'ensuite je reçois 12 recommandations pour d'autres bouquins qui sont dans les mêmes thématiques, je me laisse souvent prendre au Mhm. jeu. Je vais aller choisir un titre qu'on me recommande. Bon, je me dis, ben c'est mon libre choix, etc. Mais il en demeure pas moins que c'est insidieux. Ça, c'est des exemples. Celui que je viens de donner d'Amazon est un exemple facile. Ouais. Mais il y a des choses beaucoup plus insidieuses. On prend l'expérience que Facebook a faite à un moment donné, sans avertir qui que ce soit, savoir de bonnes nouvelles qu'on envoyait à un certain nombre d'abonnés au service Facebook et de mauvaises nouvelles qu'on envoyait à d'autres. Et on a vu une transformation dans les likes qui ont été faits, la façon que les gens consommaient l'information. On a réussi à modifier, si on veut, l'humeur de centaines de milliers de personnes grâce à des messages. Alors, c'était une expérience, bon, ça a été dénoncé, etc., mais on voit le caractère possiblement très, très manipulateur et insidieux de tout ça. Mais je voudrais revenir sur certains aspects du big data qui sont quand même importants. La lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Bon, Mhm. la collecte de données liées à, par exemple, les températures de l'air, de l'eau, etc., avec des centaines de milliers, sinon des millions de capteurs à travers toute la planète. Ensuite, la collection de tout ça, le traitement pour affiner la modélisation. Ce sont des applications heureuses Ouais, du ouais, big ouais, tout data. à fait. Faut pas penser que c'est un complot général contre Ouais. les populations mondiales, le big data. Non, non, non. Mais il y a j'appelle pas ça des détournements parce que ça fait partie de modèles d'affaires bien établis, mais il en demeure pas moins qu'il y a des gens qui s'enrichissent de façon outrancière et qui le font sur la base de modèles d'affaires qui impliquent la surveillance, ce que j'appelle la data-veillance, et la modification de comportement, essayer d'amener les gens à acheter ou penser d'une certaine façon. Ouais, 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 mais en fait, on le voit là, que ça peut être extrêmement dangereux. Là. Il y a une vague en ce moment de conspirationnistes et tout ça. Puis tout le monde, on connaît des personnes qu'on considère intelligentes, sensées, qui tout d'un coup embarquent là-dedans parce qu'on leur propose, j'imagine, qu'ils tombent dans cette espèce de vortex de conspiration. On leur propose toujours des Oui, vidéos. Là, à un moment donné, c'est la seule chose qu'ils voient. Et ça modifie leurs opinions, là, et leur comportement et leur personnalité même. Ça peut aller très, très loin. ouais. Ouais, d'autant plus que ce qui est complexe dans toute cette question-là, c'est à la fois l'utilisation des médias sociaux puis la difficulté qu'ont les médias sociaux à agir de façon responsable. Jamais on verrait dans le New York Times ou dans la presse ou le Devoir des articles qui diraient, ben écoutez, le Parti démocrate aux États-Unis est un parti satanique dominé par Ouais, des ouais. pédophiles qui font des sacrifices et boivent le sang Mhm. des enfants. Jamais on verrait ça, mais on peut voir dans les médias sociaux. Alors, et ce qui rend ça plus insidieux, c'est ce dont je parlais tantôt, ces silos idéologiques, c'est-à-dire où, à partir du moment où tu interroges Google ou Facebook ou Twitter sur une question, bien ensuite, on va te nourrir constamment autour de cette façon de voir le monde. Mais cela étant dit, il faut voir aussi que ces modifications de comportement, de pensée idéologique, dans le cas des complotistes, ça s'appuie sur des choses qui sont réelles. C'est-à-dire cette méfiance qu'on a développée au fil des années par rapport aux compagnies pharmaceutiques. Le fait que ces compagnies-là
en poche des milliards et des milliards, sans se soucier des maladies les plus courantes ou les plus difficiles à combattre à travers le monde. Qu'on se méfie, par exemple, des journaux, des grands journaux, comme par exemple le New York Times a été complice dans les attaques de la guerre contre l'Irak en soutenant la thèse qu'il y avait des armes de destruction massive. Donc, il y a une méfiance réelle et justifiée par rapport à des médias traditionnels ou des grandes entreprises. Et donc, il n'est pas surprenant que des gens, pour trouver une explication qui, pour eux, est rationnelle, de cette méfiance-là, ben, ils disent, ben voyez, on avait raison de se méfier parce que ces gens-là sont des alliés d'autres personnes qui, eux, nous veulent du mal et ainsi de suite. Donc, il y a un enchaînement. Mais il faut voir qu'il y a quand même un fond, je dirais, qu'on pourrait, je ne peux pas dire justifier, mais qui nous permet de mieux comprendre pourquoi les gens adhèrent à des choses comme ça. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, là. On en a parlé avec Alain Deneau ici, justement. Leur prémisse est bonne, c'est la conclusion qui n'est pas nécessairement appropriée, mais on cherche des réponses, on fait des liens. Oui, c'est ça, on fait des liens, oui. Oui, on fait des liens, on essaie d'en faire du mieux qu'on peut, on peut se rendre très loin là-dedans. Puis j'imagine aussi il y a un phénomène de... on est tellement individualisé, tout le monde est atomisé de son côté, puis là, tout d'un coup, tu as une communauté, là, tu te sens comme, OK, il y a des gens qui pensent comme moi, puis on va changer le monde, puis tout ça, ça peut être galvanisant quand même, là, je peux comprendre ça. Oui, tout à fait. Puis on voit dans le cadre du confinement, ben, depuis que les gens sont confinés, ces thèses complotistes-là prennent une ampleur sans précédent. Pour en revenir à votre livre, donc là, on a parlé un petit peu des réseaux sociaux et tout ça, mais vous élargissez vraiment ça, le big data, dans votre livre. Vous parlez de système de santé, système d'éducation, le milieu du travail. C'est important pour vous d'élargir ça à ce point-là? Ah oui, tout à fait, parce que tout se tient. Je parle longuement, par exemple, des efforts de Google qui ont acheté des compagnies qui fabriquent des robots. Bon, alors pourquoi Google serait-il intéressé à aller faire des robots? L'idée, c'est pas tellement d'investir, bien que cela puisse être intéressant pour Google, mais c'est pas tellement d'investir les planchers des usines. Ce qui est intéressant pour Google, c'est toute la captation de données que va permettre dans les nouvelles chaînes de valeur, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, par exemple, où tout est surveillé numériquement, c'est-à-dire ce qu'on appelle des systèmes cyberphysiques, cybermatériels, c'est-à-dire que tout objet dans un processus de manufacturier ou même dans les services va générer de la donnée. Mais quand tu génères de la donnée, il faut que tu la traites. Et si tu as le monopole de ce traitement-là, tu viens d'aller chercher, d'aller sucer de la valeur que d'autres auraient pu aller chercher. Par exemple, je cite dans mon livre des gens qui ont fait une étude sur l'industrie 4.0 en Allemagne, et on se rend compte que Mercedes, les dirigeants de Mercedes, Volkswagen, BMW, ils ont très peur de Google. Pas tellement à cause de la voiture autonome que Google développe, mais en raison du fait qu'ils savent que Google va venir capter les données, il va pouvoir les utiliser et en capitaliser toute la valeur. Alors, c'est ça qui leur fait peur, parce qu'ils savent très bien que c'est plus tellement avec les voitures qui vont faire des milliards de revenus, mais avec l'information autour de l'utilisation des véhicules, de leur entretien, etc., etc. Donc, on voit que le big data, c'est un ensemble d'une stratégie globale d'aller monopoliser l'information et son traitement. Alors, c'est pour ça que c'est la même chose dans les usines, l'automatisation. Je fais beaucoup état des risques pour l'emploi et la précarisation de l'emploi. On le voit avec la multiplication des travailleurs autonomes autour de plateformes comme Uber, où au motif que chacun peut être entrepreneur de soi, on coupe les gens n'ont plus d'avantages sociaux, n'ont plus de vacances, n'ont plus d'assurance chômage, etc. Et c'est quelque chose qui se développe très, très rapidement, cette flexibilité dans le marché du travail. Je lisais encore dans le Devoir ce matin, pour prendre un exemple,
comment les gestionnaires du système de santé gèrent le personnel infirmier. Ben, on leur offre plus du temps complet, on leur offre du temps partiel. Et les gens sautent sur le temps partiel parce que s'ils sont à temps plein, on les oblige à faire du temps supplémentaire. Alors, vous avez une situation où on précarise de plus en plus, que ce soit en termes d'horaire de travail, d'avantages sociaux, de salaire, on précarise au motif d'une très grande flexibilité de la main-d'œuvre, et ça toujours au service du capital. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est que la robotisation, l'automatisation qui va être facilitée par le big data va accélérer cette précarisation de la main-d'œuvre. Donc, c'est l'enjeu du futur, là, si je comprends bien, le big data. Moi, j'ai commencé à lire ça en pensant justement qu'on allait parler des réseaux sociaux et tout ça. Et je suis entré dans un monde que je ne connaissais pas. J'ai réalisé l'ampleur du problème et à quel point on pouvait monnayer toutes les données finalement, puis nous manipuler avec ça. C'est quand même, c'est un peu affolant comme lecture, je vais vous avouer. C'est un enjeu très important. Je vous avouerai que c'est difficile parfois d'être optimiste par rapport à ce qu'on attend. Mais à partir du moment où on est condamné à l'espoir, parce que si on veut vivre, on n'a pas le choix que d'espérer. Et dans le domaine politique, social, la seule chose qui nous reste, puis ça a toujours été le cas, hein, c'est la lutte, toujours la lutte. Je lis... Je suis en train de lire des bouquins sur l'histoire de la démocratie au fil des siècles et du rapport entre propriété privée et pouvoir politique. Et on le constate, c'est des luttes constantes. Donc, c'est la même chose, les choses se répètent à une échelle différente avec le fait que l'humanité est de plus en plus interreliée, ses conditions sont de plus en plus... c'est l'effet de la mondialisation. On vit le même sort partout à travers le monde. Alors, dans un certain sens, les solidarités risquent d'être plus faciles à établir qu'avant. Oui, mais c'est affolant du fait que ces géants-là sont extrêmement géants au final, les GAFAM et tout ça. C'est d'aucune commune mesure avec ce qu'on a vu dans le passé. C'est incroyable, les fortunes qui sont amassées pour pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'investissement pour à quel point on fait de l'argent. Effectivement, dans mon livre, je fais référence à Facebook et Kodak. Oui, c'est une bonne comparaison. Kodak avait des centaines de milliers de travailleurs avec une valorisation boursière moindre que la valorisation boursière de Facebook aujourd'hui. Et Facebook a à peu près, je pense, 10 fois moins d'employés. J'ai les chiffres ici. Donc, 30 milliards à son maximum là, pour Kodak, contre 362 milliards pour Facebook. Et Kodak employait 145 000 employés, tandis que c'est 19 000 employés Facebook. Donc, c'est pas mal plus rentable là, d'avoir une plateforme là, numérique. Tout à fait. Puis tout ce qu'ils ont, c'est logiciel et ordinateur. Ils n'ont pas d'immeuble, ils n'ont pas de manufacture, ils n'ont rien. C'est l'immatériel total. Et en plus, le système financier fait en sorte que le modèle d'affaires de Facebook devient inattaquable. Parce que si Facebook veut continuer à avoir cette valorisation boursière-là, et c'est ce qui compte, ils n'ont pas le choix que de continuer à faire exactement ce qu'ils font, mais à des échelles encore plus grandes et d'acheter la concurrence. Quand ils achètent, je ne me souviens plus s'ils ont acheté Instagram ou enfin peu importe, ils achètent tout le monde, tout ce qui grouille dans le même bocal et donc on assiste à une monopolisation encore plus grande. C'est pas pour rien que les GAFAM valent maintenant, je pense qu'on est rendu autour sinon 4 000 milliards ou 5 000 milliards de valorisation boursière et ça ne fait qu'augmenter. Depuis la pandémie, je pense qu'ils ont gagné 20 %. Alors, on le voit, ils dominent le monde. Alors, la seule réponse qu'on peut avoir face à ça, c'est ce que je prône dans mon livre, c'est de socialiser les données. C'est-à-dire qu'une instance publique devienne propriétaire des données et à partir de ce moment-là, on pourra contrôler l'utilisation, le traitement et la durée de vie, parce qu'on a un problème aussi sur la durée de vie des données qui nous concernent. Donc, il faut socialiser la chose parce que, après tout, ce que Facebook fait, qu'ils prennent de l'information sur Pierre Henrichon, ça n'a aucune valeur. Mais qu'ils prennent de l'information sur Pierre Henrichon
et 1 milliard d'autres utilisateurs et qui mettent ça ensemble, là, ça vaut des petites fortunes. Et c'est le résultat d'un travail collectif, d'un travail social. Facebook se vante de mettre en lien des communautés de personnes, etc., de faciliter la communication. Ben, c'est là qu'on voit. Ils utilisent la société pour s'enrichir. Alors, donc, pourquoi ne pas utiliser la société pour servir la société et donc socialiser ces données-là, qu'on en devienne propriétaire? Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre livre. Vous amenez des solutions, des idées. Puis on va en parler un petit peu plus vers la fin. Mais oui, vous amenez un petit peu d'espoir dans le livre, ce qui est très apprécié parce que c'est une lecture un peu angoissante. Puis ça fait du bien de finir sur des propositions de solutions. Mais on va en revenir à Facebook. J'imagine qu'on peut pas vraiment se fier sur eux autres là, pour se réveiller un matin puis de se découvrir une certaine morale, une certaine éthique. Dans le livre, justement, vous faites un historique des conditions d'utilisation de Facebook qui se sont vraiment dégradées à travers les années. Au début, Facebook, c'était relativement sécuritaire et privé, puis ça l'est de moins en moins. Mm-hmm. Ben, c'est un peu la même chose pour Google. Au début, les deux fondateurs de Google ne voulaient pas de publicité. Ils voulaient que ça soit sûrement un service à une communauté qui naviguait sur Internet, puis on voulait que ces gens-là puissent trouver l'information qu'ils cherchaient. Mais la réalité, entre guillemets, les a rattrapés. C'est-à-dire la réalité, c'est-à-dire ceux qui finançaient leur développement leur ont dit, écoutez, c'est bien beau, c'est bien noble, mais nous, on veut récupérer nos billes. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont accepté de vendre la pub. Facebook, c'est la même chose. Si on ne peut pas développer des choses comme ça sans financement. Et le financement vient d'où? Il vient de Wall Street, il vient d'Arabie Saoudite, il vient des fonds souverains un peu partout à travers le monde. Et ces gens-là veulent des rendements, généralement de 15%. On sait, le secteur financier domine tout à l'heure actuelle à travers le monde. C'est eux qui imposent des rythmes de production, c'est eux qui imposent des rythmes de développement qui n'ont rien à voir, qui accélèrent les fusions, acquisitions, les fermetures d'entreprises parce que tout ce qui les intéresse, c'est finalement pas la production ni de biens ni de services, mais c'est le rendement sur le capital. Ouais. Et Facebook n'échappera pas. Et ce que Facebook va faire, c'est-à-dire qu'ils ont 15 000 modérateurs à travers le monde. Les modérateurs sont ceux qui regardent passer des images puis qui disent non, ça n'a pas d'allure, on ne mettra pas ça, etc., etc. Mais ils ont plus que 500 relationnistes. Alors, ce qui les intéresse beaucoup, c'est l'image de l'entreprise. Alors, ce qu'eux vont faire, ils vont faire ce que j'appellerais un peu comme le greenwashing de bien des entreprises. Ils vont laver un peu les écrans et pour sauver leur réputation. Mais ils pourront absolument pas changer leur modèle d'affaires. C'est une affaire d'apparence. C'est ça. Alors, avec la logique financière actuelle, changer le modèle d'affaires de Facebook, c'est condamner Facebook à dépérir. C'est pour ça que ce que moi je suggère, la socialisation des données, va faire en sorte que Facebook pourra peut-être continuer à survivre, mais il sera pas aussi riche que maintenant. Ouais. C'est la société qui va être plus riche. Puis si on veut communiquer entre nous, ben on a les moyens. Et ce qui est intéressant dans le livre de Philippe de Grosbois, publié également chez Éco-Société, Les batailles d'Internet, on voit qu'il existe des plateformes, etc., qui ont des modèles, si on va appeler ça même les modèles d'affaires, ont des modèles de développement qui permettent d'échapper à la data-veillance, d'échapper à l'influence des comportements individuels et collectifs, et donc on peut communiquer en toute sécurité. Est-ce que vous avez des exemples de ces plateformes-là? Ou est-ce que vous avez ça en tête? Oh, j'oublie les noms. Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses. Quand j'ai lu le livre de Grosbois, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, parce que moi, comme vous le soulignez tantôt, moi, je me suis beaucoup plus préoccupé des effets du big data sur la vie politique, la vie sociale, la vie au travail. La question, c'est pour ça que le titre de mon livre, faut-il avoir peur de son nombre? Comment on utilise le quantitatif
pour modifier les comportements. Et je donne les exemples, par exemple, du système d'éducation avec les palmarès des universités, avec la mise en concurrence des services dans le domaine de la santé au Québec, entre autres, dans les facultés de droit en éducation, surtout aux États-Unis, où on publie des palmarès. Et là, il y a une course folle pour gravir des échelons dans le palmarès. Je vous donne un exemple. Il y a une université où on a accordé une augmentation de salaire aux professeurs de la faculté de droit. Les professeurs de la faculté ont dit, écoutez, on est déjà bien payés, pourquoi ne pas distribuer cet argent-là parmi tous les employés de la faculté? Alors, les responsables de la faculté ont dit, non, on ne peut pas faire ça. Je dis, pourquoi? Bien, parce que un des critères importants pour notre position dans les palmarès, c'est les salaires aux professeurs. Alors, si on augmente vos salaires, on augmente nos chances de gravir des échelons dans le palmarès. Alors, ça vous montre à quel point tout est pourri. On gère tout ça en fonction du palmarès et non en fonction des êtres humains sur le terrain, puis de qu'est-ce qui est vraiment utile pour... Puis quand Gaëtan Barrette disait clairement, nous allons mettre les institutions du système de santé en concurrence les uns avec les autres. Ensuite, on publie un rapport qui s'appelle suivre le patient. Là, l'idée, c'était qu'on suit le patient, mais le patient, on donne un prix au service qu'il reçoit. Et l'idée, c'était de faire en sorte de trouver les services, entre guillemets, les moins chers, trouver les façons de faire qui soient les moins chers possibles. Et c'était la mise en concurrence. Et qu'est-ce que ça impliquait, cette mise en concurrence-là? Ça impliquait la collecte de données. Donc, une data deux procès qui ont eu lieu, deux syndicats, un en France et un au Québec, ont contesté l'utilisation justement de normes purement quantitatives pour mesurer leur travail et ils ont gagné. Et parce que, entre autres, en France, on a vu que cette façon de faire, ce qu'on appelle le benchmarking, créait des problèmes de santé mentale, de stress chez le personnel. Et c'est à partir de ces considérations-là qu'on a fait sauter le benchmarking dans cette entreprise financière. Et au Québec, c'était dans un CLSC. Et le personnel a réussi à faire reculer l'administration sur l'utilisation de mesures purement quantitatives, à savoir si tu passes 25 minutes avec une vieille dame malade de diabète, c'est peut-être un peu trop parce que tu n'as pas d'affaire à jaser de ses relations avec sa belle-sœur qui vont pas bien. Et c'est cette conception-là du travail, de l'autonomie professionnelle qui est mise à mal par ce genre d'évaluation purement quantitative qui, finalement, ce que je qualifie d'effet délétère, quasi mortifère dans notre société. Mm-hmm. J'ai envie de revenir un petit peu aux réseaux sociaux parce qu'on en a parlé, puis j'avais des questions par rapport à ça, parce que c'est quand même pas clair pour les gens comment ça fonctionne, ça. Vous parlez de courtier de données dans le livre. C'est quoi ça, un courtier de données? C'est pas tout le monde qui est au courant que ça existe. C'est qui, ils font quoi exactement et à qui ils vendent les données? C'est quoi un courtier de données? Un courtier de données, c'est celui qui achète les données. Quand vous allez à la banque, vous faites une transaction au guichet. Quand vous allez chez Saint-Hubert, vous achetez un poulet. En fait, peu importe. Toutes les transactions que vous faites, elles sont inscrites, elles existent chez Jean Coutu, elles existent chez Métro, etc. Métro, Jean Coutu vont vendre ces données-là parce que c'est intéressant pour eux. Ben oui. Alors, les courtiers achètent ces données-là pour ensuite les revendre parce que là, vous faites une corrélation entre votre achat chez Saint-Hubert, votre achat de livres chez Gallimard, votre transaction financière, votre prêt hypothécaire. Finalement, vous avez un profil extraordinaire. On sait tout de vous. Mm-hmm. Et en ayant un ensemble de données sur l'ensemble de vos comportements, vos déplacements en voiture et ainsi de suite, on a un portrait extrêmement précis du consommateur ou de celui qui veut emprunter, ou enfin, peu importe. Et donc, les courtiers vont vendre ces données-là aux institutions financières, etc., parce que les institutions financières, les seules données qu'ils ont, c'est par rapport à mes transactions avec leur institution. Mais s'ils savent
tout ce que j'achète ou tout ce que je n'achète pas, mes préférences, etc., etc. Mais quand on va m'offrir un service, une assurance, on va savoir exactement ce qu'on doit m'offrir, puis on va réussir à me séduire. Alors, c'est ça les courtiers de données. Puis il y en a un certain nombre de gros joueurs au Canada, mais surtout aux États-Unis, quand on sait qu'ils ont à peu près, je ne me souviens plus du chiffre, mais je pense que c'est 5 000 ou 6 000 informations particulières sur chaque individu. Ça commence à faire peur, là. Mais c'est assez incroyable. Et ces courtiers-là, il n'y a rien qui les réglemente. Hein? Oui, ben c'est ça que je me demandais. C'est légal, ça, juste d'acheter des données, puis c'est disponible. Moi, si je veux partir une entreprise, je vais acheter des données, je vais aller revendre ça. C'est possible. Vous connaissez ça, le libre marché? Ça vous Moi, je suis au courant. Voilà, c'est quoi? C'est ce que ça donne. Mais et ce qui est étonnant, les seuls courtiers de données, si on peut les appeler ici, qui sont réglementés, c'est ceux dans le domaine du crédit. Equifax, et l'autre agence canadienne dont j'oublie le nom, là, mais eux sont réglementés. Mais toutes les autres institutions de courtage de données, il n'y a rien, c'est dans l'opacité. On ne peut pas faire transformer modifier une donnée ou quoi que ce soit qui nous concerne, c'est quasi impossible. D'ailleurs, le Congrès des États-Unis a fait une enquête sur ces gens-là, et puis ils en arrivent à dire c'est l'opacité la plus totale. L'Office, le bureau comment ça s'appelle au fédéral pour le respect des données personnelles a fait une étude aussi sur ces courtiers-là, puis ils en arrivent à une conclusion. Il faudrait les réglementer, c'est très opaque et c'est dangereux pour les libertés individuelles, les données, la protection des données personnelles. Mais c'est assez hallucinant quand on y pense parce qu'eux ont accès à toutes les données puis tout ça, mais moi, j'ai pas accès à mes propres données. Je peux pas savoir qu'est-ce qu'on sait sur moi. Tu sais, ça, c'est pas possible. Ça, pour moi, je peux pas savoir ce qu'on a sur moi. Ben, vous pourriez le faire, mais ça va vous demander énormément d'efforts. Vous allez être très frustré et vous aurez jamais l'assurance qu'on vous a tout dit sur vous. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais l'assurance de savoir est-ce que toutes les données que j'ai demandé de vérifier, c'est toutes celles qui me concernent. Ça, il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais, vous avez parlé un petit peu tantôt de toute l'affaire de Cambridge Analytica. Ça, c'était un courtier de données, Cambridge Analytica. Ils ont eu quelques problèmes quand même, non? Ben, oui, ils sont allés chercher des données de Facebook. On se souvient du scandale, c'est qu'ils avaient des informations de Facebook. Cambridge Analytica, c'était beaucoup plus un algorithme pour essayer de rejoindre, sur la base de données, bien sûr, qu'ils avaient acheté un peu partout, mais ils ne sont pas un courtier dans le sens de ce que j'ai compris de leur modèle. C'était pas un courtier qui vendait des informations, c'était quelqu'un qui collectait des informations et qui vendait ses services de traitement à des partis politiques, etc. Oui, c'est très différent. Et ils se sont fait taper parce que ils ont déclaré faillite, mais c'était très opportun de leur part parce que je pense que si on avait fouillé davantage, on aurait vu à quel point ils utilisaient leurs services pour des régimes en Afrique et ainsi de suite. Ils étaient des mercenaires de l'information. C'est aussi simple que ça. Mais eux ont eu quelques problèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est advenu de ça? Est-ce que Facebook a eu des problèmes par rapport à ça? Y a-t-il des réglementations qui ont été mises en place? Y a-t-il des choses qui ont changé suite à ça? On dirait que c'est une espèce de gros scandale, puis au final, on fait juste dire, c'est fini, c'est terminé. Puis on nous donne l'impression que, ça se passera plus jamais, mais peut-être que ça se passe en ce moment même encore, là. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'effet sinon que la disparition de cette entreprise-là. Peut-être aussi des réputations qui ont été un peu défaites, mais autrement, non, il n'y a pas eu de nouvelles réglementations à ma connaissance, en tout cas pas en Amérique. Et je ne pense pas qu'en Europe non plus. En Europe, ils ont déjà un cadre réglementaire beaucoup plus sévère que ce qui est en vigueur ici ou aux États-Unis. Et normalement, ce cadre réglementaire, selon les autorités européennes, devrait suffire. Il est trop tôt pour dire, je pense, si ces efforts-là vont avoir un effet réel sur les pratiques de ces entreprises-là. Ça reste à voir, à déterminer. Et ce genre de bilan va prendre des années à faire. Mais je pense que, comme je le dis dans mon livre, il y a des choses dont on peut s'inspirer pour un régime réglementaire ici au Canada
par rapport Mais, à ce qui se fait en Europe, là, qui est beaucoup plus avancé qu'ici. mais cette histoire-là a quand même frappé l'imaginaire parce que pour une des premières fois, en tout cas, on avait comme un résultat concret. Là. On a influencé des électeurs aux États-Unis à voter pour Donald Trump. Il a passé. Même chose pour le Oui. Brexit. C'est quand même affolant là, quand on commence à jouer dans la démocratie. Là, je sais que la démocratie est déjà très, très mal en point, mais si en plus on commence à se faire influencer d'une certaine manière pour voter, Ouais. c'est très Mais dangereux. c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Souvenez-vous du livre de Chomsky, Manufacturing Consent. Oui, 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 tout à fait. Euh, C'est juste d'autres donc c'est, techniques plus voilà, efficaces. c'est d'autres techniques plus efficaces et plus étendues. Mais l'intention, il n'y a rien de différent de ce qui se passait à travers la propagande qui a été faite au 20e ou même 19e siècle. Euh, donc, là-dessus, comment je pourrais dire, je ne vis pas dans un monde très différent de celui de mes parents ou même de mes grands-parents. Mais ce qui est différent, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire le caractère extrêmement pénétrant de tout, parce que là, ça vient chez vous, ça vient dans votre Ouais. foyer, et on en sait plus sur vous qu'on n'a jamais su. Je pense que les vendeurs de savon de Colgate-Palmolive dans les années 50 auraient été extrêmement heureux d'avoir les informations qu'on a aujourd'hui. Je cite dans mon livre un publicitaire qui disait « Je sais que la moitié de la publicité que j'achète ne donne rien. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. » Alors, tandis qu'aujourd'hui, on On en peut plus sait le beaucoup plus savoir, ouais. sur l'efficacité de ces instruments-là. Et dans ce sens-là, vous avez raison. C'est peut-être plus paniquant que ce l'était il y a 30 ou 40 ans. Ouais, parce Parce qu'on qu'on peut pratiquement s'imaginer là quelqu'un qui vous espionne à l'extérieur de votre maison, qui prend des notes sur toutes vos habitudes, qui a même mis des micros à l'intérieur de chez vous, puis ensuite de ça, va dire ah, Ah OK, oui, lui va peut-être voter Trump, on va y envoyer des publicités, on va mettre ça oui. à la sortie de son autoroute, puis ça, c'est quand même ça s'en vient très, 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 très ciblé, là. Oui, ben c'est pour ça que là, on sait avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, mais qui est devenu the Internet of Everything, parce que là, vos ampoules, votre frigo, votre grille-pain, tout ça va être branché sur Internet. Et Oui. on se souvient du scandale des téléviseurs Samsung, dont le micro était ouvert, puis qui permettait d'enregistrer vos Ah ouais, conversations non, dans j'ai pas votre vu ça. salon. Oh oui, non, non, ça, bon, ils ont arrêté ça. Alors, donc, par défaut, je veux dire, il ne faut pas penser, comme je disais au début, le big data peut avoir des effets intéressants. Le fait qu'on ait des ampoules intelligentes, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? J'en sais rien. Mais une fois qu'on les a, le fait de collecter de l'information sur le temps d'utilisation d'une ampoule, l'éclairage d'une maison, etc., ça peut être utile. Mais d'office, d'entrée de jeu, ces instruments-là ne devraient pas être branchés. C'est nous qui devrions décider si nous les branchons ou ne les branchons pas, d'une part. D'autre part, il n'y a aucune règle de cybersécurité à l'heure actuelle. Ce qui fait que quand on fait une ampoule qui coûte, je ne sais pas moi, 98 sous, on peut s'attendre à ce que le manufacturier n'ait pas beaucoup investi dans la sécurité de ses appareils et des communications. Donc, il y a un gros problème de cybersécurité lié à l'Internet des objets, puis personne n'en parle, alors, ou très peu de personnes. Donc, il y a une réglementation extrêmement sévère à mettre en place par rapport à l'ensemble de ces objets-là. Il y a même des gens, je lisais Sardin, entre autres, un philosophe français, qui, lui, voudrait interdire la vente d'objets connectés, tout simplement, qu'on interdit ce genre de choses-là, parce qu'il dit que c'est une data-vaillance qui va être totale, et puis il a bien raison. On va assister à ça en soi. Et l'autre chose, pour en venir au tout début de notre conversation, Google, par exemple, puis j'en parle brièvement dans mon livre, signe des ententes avec des gens qui s'occupent du chauffage des maisons. Alors, et a signé des ententes avec ceux qui installent des panneaux solaires, et ainsi de suite. Donc, à partir des informations qu'ils collectent sur la consommation d'électricité dans je ne sais pas combien de millions de foyers aux États-Unis, ils en arrivent facilement à la conclusion, puis conclusion qui vont se faire un plaisir d'acheminer aux consommateurs, aux propriétaires de la maison, mais vous sauveriez 200 $ par année si vous installiez un panneau solaire. Et on connaît quelqu'un qui fait un très bon travail à cet égard. Donc, vous voyez comment tout ça va s'interpénétrer.
et que c'est toujours les mêmes joueurs qui vont en tirer profit. Mais c'est dommage aussi en entendant ça parce qu'à quelque part, on pourrait se servir de ces données-là pour un monde meilleur, à quelque part, là, pour être plus efficace, moins consommé, être... Ben, c'est pas nécessairement négatif avoir toutes ces données-là. Non, non, on le fait déjà. Par exemple, dans la question de la pandémie, le big data va aider sur le plan moléculaire, va permettre d'amasser énormément d'informations à travers tous les laboratoires dans le monde qui traitent ces questions-là. Ensuite, sur le plan médical, ça nous permet quand on analyse les déplacements des personnes, le traçage et ainsi de suite, ça nous permet de voir quels sont les modèles, entre guillemets, de transmission de cette maladie-là. Mm-hmm. Sur le plan social, ça nous permet de voir aussi si les consignes gouvernementales sont respectées. On se souviendra, au tout début, dans les premiers mois de la pandémie, je pense que c'est Google qui avait sorti des données sur les déplacements en voiture des gens, parce que le GPS sur les véhicules permet de faire ça. Puis ils avaient constaté qu'effectivement, la moyenne des distances parcourues avait radicalement baissé. Donc, ce qui laissait croire que les gens avaient modifié de façon importante leur comportement en respect des consignes gouvernementales. Et donc, ça permet effectivement d'avoir des informations qui sont extrêmement utiles. Il ne faut pas penser que cette data vaillance, c'est quelque chose qui est toujours à l'encontre des biens, il y a des bienfaits sociaux à cette data vaillance-là. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit contrôlé, il faut que ça soit transparent, et ainsi de suite. Et réglementé, et faire l'objet d'un débat. On a vu le débat autour de l'application. Oui, j'en ai parlé justement. Mais c'est ça, la confiance des gens est tellement brisée en général sur le recueil de données que tout d'un coup, une application qui peut être bonne pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. Puis on voit les contradictions, puis on peut comprendre qu'il y a des contradictions. Quand il y a eu la commission parlementaire qui a invité des experts pour parler de ce genre d'application-là, tout le monde semblait unanime pour dire, ben écoutons, il n'y a pas de protection des données personnelles suffisante, l'efficacité de ces applications-là n'est pas démontrée, etc. Bon. Et le gouvernement du Québec a décidé, malgré tout, d'aller de l'avant avec ça. Bon. Est-ce que cette application-là va être utile? J'en sais rien. De ce que j'en sais, c'est pas si dangereux que ça. Le problème, c'est l'efficacité socio-médicale ou socio-sanitaire. Je suis pas convaincu que ça va être très efficace. Pour les raisons que vous donnez, les gens se méfient. Il y a une utilisation de ce genre d'application qui est liée à des fractures numériques dans nos sociétés. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui a accès à un cellulaire, c'est pas tout le monde qui connaît bien les applications, etc., etc. Donc, vous allez avoir des populations qui sont probablement parmi les plus vulnérables sur le plan sanitaire, qui vont utiliser ça en moins grand nombre. Je ne suis pas sûr que les gens qui étaient au bingo à Montérégie la semaine dernière avaient tous leur téléphone avec l'application téléchargée. J'en doute beaucoup. Mais j'ai l'impression aussi que les gens se méfient plus du gouvernement que des compagnies privées, là, des plateformes qui utilisent. J'imagine que les gens ont peur, ils vont en Chine. Là, bon, tout le monde est obligé d'avoir ce genre d'application-là. Puis, ça a quand même bien fonctionné, là, de ce que je comprends là, en Chine. Mais on a peur de ça. Mais le problème, c'est que le modèle des sociétés où ça a fonctionné, c'est des sociétés autoritaires. Et c'est beaucoup plus complexe dans une société comme la nôtre à canaliser des comportements vers un comportement souhaité et souhaitable. Je pense qu'il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec les contradictions de notre société. Moi, j'aime mieux vivre dans une société qui est beaucoup plus ouverte qu'une société chinoise où parce que tout à coup, il y a une crise sanitaire, on utilise tout l'appareil de surveillance policier, parce que c'est ça, on utilise tout cet appareil de surveillance-là pour en faire un outil sanitaire, puis on dit, vous voyez, c'est plein de bienfaits. C'est assez... Ça ouvre la porte aussi tordu. C'est tordu aussi comme raisonnement. Alors, on peut comprendre que les gens aient peur du mouvement inverse.
un système de surveillance sanitaire qui tout à coup se transforme en système de surveillance policier. Mm-hmm. Il y a Donc, des chances d'arriver. Je peux très bien comprendre les réticences des gens à cet égard-là, même si les intentions d'un gouvernement comme celui de M. Legault sont probablement de bonne foi, là, je ne mets pas ça en doute, mais il en demeure pour moi que le risque est réel. Il suffirait qu'un autre gouvernement à la Trump soit élu au Canada et on verrait les effets extrêmement néfastes de la généralisation d'applications et de surveillance comme ça. Oui, tout à fait. J'ai envie un peu de parler du film sur Netflix là, qui a fait sensation. Vous avez sûrement vu ça passer. The Social Dilemma qui est un phénomène quand même. Les gens ça a été écouté massivement. Vous avez vu ce film-là, oui? Oui, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, j'en ai pensé beaucoup de bonnes choses, puisque ce que je disais dans mon livre était corroboré par le film. Mais oui, le film soulève des choses extrêmement importantes. C'est d'autant plus intéressant que ce sont des anciens de Google ou de Facebook qui parlent et qui montrent, qui dénoncent leur propre naïveté et qui maintenant ont une genre d'épiphanie devant les problèmes que ça pose et qui maintenant se disent, ben là, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on a perdu le contrôle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la question du contrôle des techniques, parce que c'est un peu ça. Hein. On dit que beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle font des choses que leurs concepteurs n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de voir, de déceler comment fonctionne leur propre créature. Et là, ça devient extrêmement dangereux. On le voit avec Facebook, c'est comme un engrenage dont on perd le contrôle à un moment donné et qui devient un monstre. C'est un Frankenstein technologique. Et donc, c'est comme si l'humanité perdait le contrôle sur les techniques qu'il met de l'avant, pensant que ces techniques-là vont aller dans le sens d'un plus grand bien-être, soit matériel, culturel ou autre. Et on s'aperçoit que non, quand on met en place des modèles d'affaires qui n'ont que pour fonction d'enrichir quelques-uns, ben, les effets néfastes, là, ce ne sont que les purs qui vont les voir, les autres vont laisser aller, puis les milliardaires de Facebook n'ont aucun intérêt à arrêter la machine, mais absolument pas. Mais ça, c'est important de le souligner quand même que les algorithmes, c'est ça, ceux qui les mettent en place en perdent le contrôle, puis souvent pour nous rassurer, dire « Ah non, on va modifier quelques petits trucs dans l'algorithme », puis mais au final, c'est pas efficace parce qu'ils comprennent pas eux-mêmes comment tout ça fonctionne. Mais à quelque part, c'est un peu, je pense qu'on en parlait dans le livre d'ailleurs, l'algorithme, c'est un peu comme le libre marché là, sur les stéroïdes à quelque part. Là, c'est le libre marché qui s'emballe. J'ai pas utilisé cette expression-là. Non, ça, c'est mon interprétation. Mais elle est très belle. Mais non, mais sérieusement, c'est le... Comment peut-on expliquer ça de façon claire? Vous avez des algorithmes. Non seulement on peut ne pas comprendre comment ils fonctionnent en raison de leur complexité, parce que c'est auto-apprenant, hein, ces choses-là. Oui. Bon, l'algorithme qui a battu le champion de Go, c'est ça, c'est qu'il a appris de ses erreurs. Mais ces concepteurs ne savent pas comment il a appris de ses erreurs. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils l'ont construit pour qu'il apprenne de ses erreurs. La deuxième chose dans les algorithmes, c'est-à-dire que comme c'est une collection de données d'un peu partout, les données elles-mêmes contiennent ce que j'appellerais des biais. Et l'algorithme ne va que renforcer ces biais-là. On le voit par exemple pour la criminalité. Il y a des algorithmes qui sont utilisés par les services policiers, surtout en Amérique du Nord, des algorithmes qui prédisent la criminalité, qui, sur la base de ce qui s'est passé dans le passé, disent, bon, mais voici un secteur chaud, il faut augmenter les patrouilles, ou ainsi de suite. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les données sur la criminalité sont fonction de toutes sortes d'autres conditions socio-économiques que la seule criminalité. Et ça ne fait que renforcer la présence policière. Renforcer la présence policière dans un quartier, ça renforce la résistance
à cette présence policière-là, ça constitue la méfiance, le profilage s'installe, la et ensuite un cercle vicieux. C'est ça. Alors, l'algorithme lui-même transpose des préjugés, mais on ne les voit pas comme des préjugés parce qu'on dit, mais oui, mais c'est des données collectées dans la réalité. Il n'y a pas de préjugés là-dedans. Mais non, mais la réalité, elle sécrète les inégalités, elle sécrète tout ça et les algorithmes ne font que refléter ce genre de situation où les plus vulnérables deviennent encore plus vulnérables. C'est comme finalement donner nos préjugés à une espèce de robot, puis après ça, s'en laver les mains, dire non, 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 ça appartient au robot, puis c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas mes préjugés, c'est la réalité. C'est un peu de là le titre de mon livre, faut-il avoir peur de son nombre? Le nombre pose un problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout ce qu'on voit, c'est de la quantité, et on pense qu'en tirant du réel que de la quantité, on épuise le réel, on épuise sa richesse, c'est complètement faux. Alors, c'est la même chose par rapport à des données. On parlait des palmarès tantôt, on parle de la criminalité. Mon travail à moi, si, par exemple, on voulait évaluer ma productivité d'intellectuel, c'est de dire, mais combien de pages vous lisez par jour, monsieur? Ben là, je dirais, j'en lis tant. Ah, ben oui, mais là, vous êtes vraiment efficace comme intellectuel. Tu sais, ça serait ridicule. Mais c'est un peu ça qu'on fait, là. J'ai parlé avec Jean-Marie Vigoureux, un scientifique, qui disait que c'est un peu comme ça que ça fonctionnait, malheureusement. Souvent, en science, on est évalué, la qualité d'un scientifique c'est évalué au nombre d'articles qui sont publiés, mais souvent, c'est des articles qui sont pas de grande qualité ou qui se répètent ou qui sont juste cités. Donc, c'est quand même, ça peut aller jusque-là. Oui, ben, le publish or perish est en train de tuer la vie intellectuelle. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'université, il y a une vingtaine d'années, puis que je faisais un bac en sciences, technologies et société, j'étais surpris par le peu de nombre de livres qu'on nous faisait lire. C'était des articles. Jamais on ne réfléchissait sur la pensée d'un auteur. J'imagine que ma conjointe enseigne à l'université et c'est la même chose. On propose aux étudiants beaucoup plus d'articles que de livres où on ne réfléchit pas à une pensée articulée, complète. Donc, c'est et le saucissonnage de vous faites une recherche puis vous la saucissonnez en 8 articles ou 12 articles. Bon, en supposant qu'un article est censé annoncer une découverte ou un nouveau concept, etc. C'est complètement fallacieux. L'industrie de la science, c'est devenu ça, une industrie. Pour en revenir au film de Social Dilemma, il y a quand même quelque chose de particulier à critiquer quand même, que ce soit un film, c'est sur la plateforme Netflix qui, eux, aussi recueillent des données. Je veux dire, ce qui nous est offert, c'est en fonction des datas nos habitudes de consommation culturelle, on nous offre, tu sais, s'ils réalisent que c'est bien populaire, les documentaires sur les criminels, là, tout d'un coup, il n'y a que ça, puis on vous offre que ça. C'est quand même particulier que ce genre de documentaire-là soit sur Netflix et il se critique jamais, évidemment. Ben, je pense que Netflix, en raison de son modèle d'affaires, qui est un modèle d'affaires fondé sur l'abonnement, a tout à fait intérêt à essayer de développer des niches pour aller chercher un public qui ne carbure pas aux films d'action, là, mais qui veut voir des documentaires. D'ailleurs, la production documentaire de Netflix s'amplifie de jour en jour. Je regardais un de leurs documentaires avec Robert Reich qui s'appelle Saving Capitalism, qui est une critique, social-démocrate, mais intéressante, du capitalisme américain. Donc, il n'est pas surprenant qu'on voit sur Netflix des documentaires comme celui-là. Ce qui est intéressant, c'est cette illusion qu'on veut peut-être propager que ces médias-là, sociaux, les plateformes comme Netflix, peuvent avoir un esprit, entre guillemets, critique, peuvent permettre d'avoir un esprit démocratique et permettre la libre expression d'opinions qui vont à l'encontre de leur propre modèle d'affaires, et ainsi de suite. Bon, c'est pas surprenant, c'est pas la première fois qu'on verrait de telles choses. Mais pour en venir à ce documentaire, ce qui est un peu troublant peut-être dans le documentaire, c'est cette dramatisation de la manipulation.
Ouais, On ouais, voit les 3 opérateurs là, ouais. d'algorithmes là, qui disent, bon, ben, on va lui envoyer un petit message pour l'inciter à faire ceci, etc. Bon, c'est une dramatisation un peu infantilisante Ouais, de ouais, ce ouais, que tout à c'est fait. les algorithmes, mais ça fait comprendre un peu ce que ça fait, là. Bon, comme je vous dis, c'est une dramatisation peut-être pour illustrer la manipulation de gens, des algorithmes. Ouais. Mais C'était peut-être pas ça nécessaire dans m'a le un film. peu achalé, mais je peux comprendre pourquoi on le fait comme ça. Et j'imagine que ça a une très grande efficacité puisque ce documentaire-là a été vu, je pense, par des millions et des millions de personnes. Ouais. Ça a créé des débats, on en a parlé dans presque tous les journaux. Donc, non, c'est intéressant, effectivement, que ça ait lieu. Et je pense qu'il faut encourager ce genre de production-là, mais il faut aller au-delà. Il Ouais, faut, ouais. il Ça m'a faut juste, ça m'a juste agacé parce que je sais que Netflix, justement, eux, utilisent le data pour la culture en général et l'utilisent aussi pour comment je dirais bien ça, pour avoir un levier avec les créateurs. Je sais qu'ils révèlent pas toujours les chiffres, le nombre de ouais. vues pour avoir justement un pouvoir de négociation. Les créateurs savent pas trop si ça a été vu mon affaire ou pas. Puis après ça, bon, les contrats peuvent être négociés à la baisse ou sont quand même pas net au niveau du big data Netflix. Non, puis en plus, sur le plan culturel, c'est extrêmement pernicieux, Netflix, parce que Ouais, on ils ont participe pas à la l'avantage culture de... là. Ben, ils participent, mais en uniformisant. Je ne sais pas si vous Ouais, avez... Moi, j'ai regardé un certain nombre de séries télé produites par Netflix. Vous regardez ne serait-ce que les génériques. Il ouais. suffit de regarder les génériques pour voir l'esthétique uniforme. C'est du pareil au même. Mm-hmm. Changer l'image de la madame par l'image du monsieur, mais c'est le même générique. Là. Et c'est ça qui est pernicieux, c'est cette culture américaine, disons-le, Ouais. qui va s'immiscer non seulement comme il faisait dans les années 50, 60, et un peu plus tard sur les écrans, au moins il y avait des distributeurs nationaux qui négociaient des choses, mais là vous êtes sur une plateforme mondiale et ça pénètre dans tous les foyers et vous avez cette façon de faire complètement uniforme, de développer une histoire, de développer une dramatique, etc. Et ça, à mon avis, c'est le plus gros danger qui nous guette. C'est de tuer une façon de voir différente que ce qu'on nous offre de façon dominante. Là. Ouais, Et ouais, ouais. je vois pas comment on va pouvoir arrêter ce mouvement-là, à Ben moins c'est qu'ils ça, aient puis parce au niveau financier aussi, là, c'est ça que je voulais dire ils participent pas à la culture parce que bon, ils payent une partie des taxes, là. Je pense qu'au Québec, ils payent les 2 taxes, mais bon, on paye pas les impôts. Ouais, Ou très peu. On participe au fond des médias, donc petit à petit, c'est quelque chose qui va étouffer la culture, en tout cas au Québec. Là. ouais, puis imaginez l'entente qui a été négociée entre Netflix et le gouvernement du Canada, c'était 500 millions que Ouais, ouais, ouais. Netflix allait mettre dans les productions canadiennes. Mais c'est un Avec aucun cheval de compte à Troie, cette rendre. chose. Mais c'est un cheval de Troie, c'est-à-dire cette uniformisation va s'accentuer. Si Netflix produit des choses canadiennes ou québécoises avec la facture Mm-hmm. euh, Netflix, ben, écoutez, je ne vois pas l'intérêt pour nous d'avoir des productions Netflix, sinon qu'il y a de l'emploi pour les Ouais. artisans de l'industrie. Mais au-delà de ça, on tue l'industrie cinématographique canadienne et québécoise avec On tue la ce genre créativité, d'entente. ouais. On va prendre vos projets si ils sont dans la lignée de ce que nous on fait, Ouais. de la vibe Netflix. Donc c'est un petit peu C'est ça. pernicieux. On peut faire un parallèle en disant que, comme on disait tantôt, Facebook, Twitter nous mettent dans des silos idéologiques personnalisés, là, Mhm, où mhm. tout le monde pense de la même façon, puis on communique seulement qu'avec ceux-là. Mais c'est la même chose sur le plan culturel. On va avoir un même silo de ce que c'est qu'un film, une dramatique, une série télé, un documentaire. Tout ça va être encapsulé de la même façon. Et ma foi, je ne sais pas qui gagne sinon que Netflix.
Ouais, parce que on parle de silo, mais ça permet pas de s'émanciper en tant qu'être humain, d'être curieux, d'élargir ses horizons. Moi, c'est ce que je reproche aux algorithmes, c'est qu'on me propose seulement les choses que je recherche, bon, mes propres intérêts, mais Mhm. moi, je me fais pas confiance moi-même sur mes propres intérêts. Je veux dire, si vous me Ben ouais, proposez toujours des choses qui m'ont intéressé hier, ça veut pas dire que ça m'intéresse encore aujourd'hui. Puis justement, j'aimerais peut-être avoir des ouais. choses je peux-tu avoir l'algorithme d'Uber Eats au lieu d'avoir le mien parce Oh, qu'à un moment donné, ça tourne en ouais, rond, on stagne. Tu sais. ouais. C'est comme aller dans une bibliothèque sans pouvoir aller fouiller sur les rayons. Ouais. C'est-à-dire que combien de fois, ou moi, on est allé dans une librairie ou une bibliothèque, puis qu'on regardait les rayons sans savoir ce qu'on cherchait, puis qu'on tombait sur un livre qu'on n'aurait peut-être jamais autrement lu ou qui aurait Exact. suscité notre intérêt. Et parce qu'il est là, on dit, ah bon, je savais pas que ça existait. Là, effectivement, on est en train de rétrécir notre univers à nos seules émotions, opinions, connaissances très réduites qu'on peut avoir du monde. Et ça, effectivement, ça nous isole en nous-mêmes. Mhm. Ça aussi, c'est un danger. S'isoler entre nous qui pensons de la même façon, ça, c'est un Ouais, premier danger. Le deuxième, c'est de s'isoler en soi-même et puis ouais. de ne pas être capable de devenir ce qu'on devrait pouvoir devenir, c'est-à-dire quelqu'un d'ouvert sur le monde. Mhm, mhm. Non, Tout à fait. c'est assez triste dans un Ouais. certain sens. Mais vous en parlez d'ailleurs dans le livre, mais quand on est toujours entre personnes qui pensent exactement comme nous, éventuellement, ben, on se dit, bah, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de révolte, là, parce que tout ce qu'on voit, c'est des gens qui pensent comme nous, donc il n'y a pas de problème, on n'a pas à prendre la rue, on n'a pas à se révolter. Ben, ça, je suis moins sûr de cette Ouais. conclusion-là, parce que si on regarde, euh, vous allez me dire c'est un exemple extrême, mais si on regarde les milices d'extrême droite aux États-Unis, ils sont Ouais, non, entre c'est eux, sûr. mais ils sont prêts à sortir. Oui, Et oui, oui. donc, non, au contraire, ça cultive le sectarisme, ça cultive la déshumanisation de l'autre et ça justifie plein de gestes qu'on pourrait qualifier de barbares. Et je ne serais pas surpris que ce genre de phénomène s'amplifie. On le voit avec l'extrême droite en Europe, il y a le néonazisme. Non, je pense qu'il y a des dangers réels, que c'est pas seulement qu'on reste dans son sous-sol là, à regarder des vidéos d'Hitler. Là. Non, non, c'est beaucoup plus sérieux que ça, je pense. Ouais, ouais. On va bifurquer vers l'éducation parce que je trouvais ça intéressant dans votre livre parce que là, on le vit en ce moment. Moi, j'ai lu ça avant la pandémie, mais là, maintenant, vous critiquez les cours à distance dans, euh, Ouais, dans le livre. Et là, c'est que ça. C'est pas que ça, mais en fait, à l'université, en tout cas, ouais. au cégep, est-ce que la pandémie accélère ce plan-là? Est-ce que c'est extrêmement dangereux? Est-ce qu'on va pouvoir revenir à la normale après, en fait? Euh, ben, si je me fie aux professeurs que je connais, ils voudraient absolument revenir à la normale. Si on regarde les administrations, surtout dans l'enseignement supérieur, je suis moins Ah sûr. ouais. Hein. Euh, je pense que la pandémie va non seulement accélérer ce genre d'enseignement à distance, mais va le justifier, va justifier son extension. Euh, si on regarde les coûts euh, pour les cours, c'est beaucoup plus rentable d'avoir 1000 étudiants, 2000 étudiants, que d'en avoir 32 dans une classe qu'il faut chauffer, qu'il faut entretenir, qu'il faut Mhm. nettoyer, etc., etc. Donc, je pense qu'avec, surtout avec l'endettement public lié aux efforts euh, pour l'aide financière qui a été accordée aux individus et aux entreprises, là, on va être très endetté et la tentation va être extrêmement forte pour peut-être pas couper dramatiquement les budgets au début, mais rentabiliser davantage les modalités d'enseignement. Et je pense que l'enseignement à distance va se développer, d'autant plus que la concurrence entre les établissements d'enseignement s'établit. Moi, je me souviens de ma grande surprise quand j'ai vu l'Université de Sherbrooke établir un campus à Longueuil. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on voit les programmes qui sont offerts en concurrence, je vois le HEC qui est en train de construire un immense immeuble au centre-ville de Montréal. Bon,
Ils viennent de compléter, il y a à peine 20 ans ou 25 ans, un très bel immeuble sur la montagne. Et là, ils s'en viennent au centre-ville pour faire quoi? Pour aller voler la clientèle des sciences de la gestion de l'UQAM, et ainsi de suite. Donc, cette concurrence qui s'installe nécessairement va passer par l'enseignement à distance. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Ils ont toujours le choix. Oui. La pression va être extrêmement forte sur ces établissements-là pour élargir leur offre de cours à distance. Déjà, on a demandé aux professeurs, entre autres à l'UQAM, les professeurs ont refusé, mais on voulait qu'ils enregistrent leurs cours. Et beaucoup de profs voyaient là-dedans une tentative de dire, ils vont enregistrer nos cours, puis ensuite, parce qu'ils ont les droits sur les cours, ils vont les utiliser pour faire de l'enseignement à distance. Alors, on voit que la pression va être extrêmement forte. Et en plus, la demande risque d'être forte aussi. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des étudiants qui, pour toutes sortes de raisons, veulent rester chez eux, des jeunes qui ont des enfants à la maison, etc., sachant qu'il est possible d'avoir un enseignement à distance organisé par des institutions, ils vont en faire la demande. Et je ne serais pas surpris qu'on assiste aux deux mouvements. L'offre et la demande vont probablement s'amplifier. Et l'expérience éducative de ce que c'est que de se retrouver ensemble dans un cégep ou dans une université va disparaître, les échanges, les conflits, et ainsi de suite. On va perdre, encore une fois, le monde s'appauvrit en raison de il y a certains types de personnalités qui peuvent aimer les cours à distance, mais il y en a d'autres qui ont besoin. Ils ont besoin d'un contact humain, ils ont besoin en fait, l'enseignement, c'est aussi avoir confiance en soi, réaliser qu'on a fait des bonnes choses, que le professeur nous apprécie. Il n'y a pas ça là, avec l'enseignement à distance. Puis il faut voir l'enseignement à distance, c'est assez cohérent avec cette conception-là qu'on a de l'éducation comme étant simplement la transmission de compétences ou l'acquisition de compétences. Je pense qu'il est encore recteur, ou en tout cas du moins l'ancien recteur de l'Université de Montréal, disait l'université doit répondre aux besoins du marché. Alors, s'il répond aux besoins du marché, c'est-à-dire l'étudiant et se voit de plus en plus, et l'université lui confirme ça, vous êtes un client. Vous n'êtes pas un étudiant, mais vous êtes un client qui a acheté un savoir qui vous permet de développer votre capital humain. C'est ça. Capital humain, oui. Et donc, cette cohérence-là va faire en sorte que la demande et l'offre d'enseignement à distance va aller en s'amplifiant parce que c'est cohérent avec une vision néolibérale de ce que c'est que l'éducation. C'est triste penser ça, que les étudiants deviennent comme des espèces de robots qui téléchargent des données, finalement, puis c'est pas un échange humain. Oui, puis on le voit dans le comportement, c'est pas parce que je veux critiquer la nouvelle génération d'étudiants, mais moi, même quand j'étais étudiant adulte puis que je côtoyais des jeunes, j'étais surpris de la différence entre eux et leur conception de l'université, puis celle que moi j'avais vécue avec mes collègues dans les années 70. Les étudiants se voient de plus en plus comme étant des clients, un peu comme dans le milieu de la santé. On traite les gens de clients et non pas de patients. Alors, c'est tout ce vocabulaire qui montre bien à quel point c'est l'économie qui domine la société. D'ailleurs, c'est le point de départ de mon livre. Comment se fait-il que nos sociétés soient dominées par l'économie et non pas par la recherche du progrès, la recherche du bien-être matériel et culturel? Comment se fait-il que ce soit le marché qui se soit imposé comme modèle de société? Comment se fait-il que la concurrence se soit installée entre nous tous, puis qu'on pense que la concurrence, de là, va surgir de façon spontanée le bien commun? C'est une falsification, ça. La pensée libérale nous a bercés avec ça depuis des siècles et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça qui est apeurant des réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que c'est une espèce de camp d'entraînement à conditionner nos cerveaux à ça. On est tous en compétition, pour des likes, pour des partages et tout ça, et c'est quantifiable. On a chacun son chiffre, le nombre de personnes qui me suivent. C'est très important. Là, même dans le show business, on peut t'engager sur une émission juste parce que tu as beaucoup de followers sur tes réseaux sociaux. Donc, tu vas faire ça veut pas dire que tu vas faire un bon travail ou que tu dis quelque chose d'intéressant. Mais oui, ça compte maintenant.
Ah oui, je me souviens quand j'ai vu l'épisode de Black Mirror où on parle de ce genre de situation-là, où les gens sont ostracisés parce que leur, euh, leur décompte de popularité baisse sur dans les médias sociaux. Ben, moi, je pensais que c'était une vision dystopique complètement folle. Mhm. Mais quand on a vu ce qui se passe en Chine avec ce qu'on appelle le crédit social, Oui. c'est une réalité. C'est une réalité. Et vous avez tout à fait raison de souligner que cette mise en concurrence, et c'est une mise en concurrence, mais aussi cette conformité construite. On veut des gens conformes, on veut des gens qui agissent d'une certaine façon, qui aient le comportement voulu, et on fait tout pour renforcer le caractère souhaitable de ce comportement-là. Mhm. Et parfois, on peut utiliser l'idéologie de la concurrence, d'autres fois l'idéologie du bien public, mais c'est toujours dans le sens d'un comportement qu'un certain nombre d'autorités souhaitent et réussissent à imposer. Quand c'est pas de façon psychologiquement acceptée, ça va être de façon policièrement imposée. Ouais, puis c'est ça, avec ces réseaux sociaux-là, ça vient de manière organique aussi. Quand tu fais la bonne affaire, quand tu penses de la bonne manière, quand tu agis comme on veut que tu agisses, ben, tu es Ouais, récompensé, tu l'as, la récompense directe est là, est ouais. chiffrée, ça t'envoie de la dopamine, puis tout ça, c'est quand Ben, c'est même... ça. D'ailleurs, on le voit dans le film sur les médias sociaux dont on parlait tantôt. Quand on dit la récompense, c'est un peu comme les machines à sous dans les casinos. C'est-à-dire qu'on s'assure que de temps à autre, il y ait quelques sous qui tombent. Ben, de la même façon que dans Facebook, on s'assure que de temps en temps, tu reçois un message, une notification. Moi, je suis toujours surpris que je reçoive d'apprendre par un courriel de Facebook que ma sœur a mis la photo de son chien sur sa page. Bon, c'est quoi l'intérêt? Mais ça suscite l'utilisation de Facebook. Et ça fait en sorte qu'il y a plus d'annonceurs qui vont payer Facebook parce que Facebook a plus d'utilisateurs, a plus de consultations sur ses pages. La pression économique est là, elle est constante. Ouais. Et, ben, voilà. C'est pour ça qu'on disait tantôt, c'est difficile d'être optimiste, mais on n'a pas le choix. Ouais. Pour en venir à l'éducation, il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé, que je n'étais pas au courant. Les GAFAM veulent éventuellement recueillir des données, si ce n'est pas déjà fait, là. En fait, ça semble être déjà le cas, veulent recueillir des données en éducation. Il y a Google qui fournit du matériel dans des écoles. Je ne sais pas si ça se passe seulement aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a ça au Canada, mais pouvez-vous nous expliquer de quelle Ben, manière on peut recueillir des données en éducation, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça au final? ben, il y a ce que je sais, j'ai pas poussé l'enquête au-delà de ce dont je parle dans mon livre, mais euh, la, aux États-Unis, les entreprises ont créé, les Google, Apple, ont créé une entreprise sans but lucratif qui a réussi à convaincre un certain nombre de commissions scolaires, les districts scolaires aux États-Unis, parce que c'est extrêmement décentralisé aux États-Unis, le système d'éducation. C'est pas comme nous avec un ministère dans chaque Ouais. province puis qui centralise les programmes ou des choses comme ça. Ils ont réussi à convaincre, je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de districts scolaires à modifier leur curriculum pour amener l'informatique très tôt dans l'enseignement. Ils ont distribué ou vendu à vil prix des millions d'ordinateurs, le Chromebook entre autres, OK. qui équipe, je pense, 50% des classes aux Ah ouais, États-Unis. hein? Mon Dieu. Et à travers le Chromebook, vous utilisez les applications de Microsoft, je pense que c'est Chrome, c'est Microsoft, ou Google, pardon. Ouais. Et vous utilisez donc ces applications-là qui collectent des données. Et quand l'élève quitte l'école, après sa diplomation, on l'invite à transférer les données qu'il avait sur ces applications-là, qui sont spécifiques pour les élèves, là, Ouais. pour le système d'enseignement. On leur demande la permission de les transporter sur les applications, entre guillemets, pour adultes Ouais, de ouais. Puis c'est plus Google. simple, on dit, Et ah c'est ben comme ça oui, qu'on... ça va être moins compliqué, tout à fait, let's go. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la, la production de main-d'œuvre. Euh, Oui. on s'attend à ce que, justement, l'informatique qui est enseignée dès les premières années du primaire pour le codage, et comme par hasard, c'est un code utilisé par Apple.
Et on se dit, on soupçonne que ce qu'Apple est en train de faire, c'est de développer une main-d'œuvre qui va être assez à bon marché dans le futur, qui va connaître les modalités de programmation dans le langage Apple. Et c'est comme si, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est comme si, pourquoi introduire l'informatique et le codage à un si jeune âge? Est-ce que quand j'ai appris à lire, moi, on m'a donné des cours sur l'imprimerie ou sur la dactylo? Est-ce qu'on m'a fait apprendre la dactylo pour apprendre la lecture? Alors, c'est un peu la même chose. Au prétexte d'une littératie informatique ou numérique, Ouais. on montre comment programmer, mais c'est pas ça la littératie numérique. C'est pas ça du tout. Et donc, on peut voir une stratégie sur plusieurs plans de la part des GAFAM, à la fois collecte de données, habituer ces élèves-là à utiliser leurs applications et pas d'autres, et ensuite à former une main-d'œuvre à bon marché, puis à grande échelle. Parce que là, vous avez des millions d'enfants qui vont apprendre à coder avec le langage d'Apple. C'est ça, ça donne froid dans le dos, ça. Ça m'amène à quelque chose, j'étais pas au courant que ça existait et qui m'a scandalisé. Crowdflower, je connaissais pas ça. C'est qui est finalement une espèce de sweatshop informatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement quand on parle de former des enfants qui savent comment fonctionne la technologie, jusqu'où ça peut aller? Je sais pas si vous pouvez nous informer. Là, c'est pas tellement de la formation de main-d'œuvre, c'est l'utilisation. L'utilisation, c'est ça. Ça, c'est le but de tout ça, oui. Ben, c'est ce que je comprends, le but principal, c'est peut-être pas le seul, mais le but principal de ce genre d'exercice de distribution du travail, c'est des micro-tâches. Hein. Ouais. Alors, moi, je suis allé sur un de leurs sites, de Mechanical Turk, et on me demandait de lire des textes et d'isoler des termes. Je me souviens plus, je pense que c'était le nom de l'entreprise ou quelque chose. Alors, je pense que c'était des articles de journaux ou des communiqués de presse. Et à chaque fois que je lisais un texte puis que j'arrivais à trouver de façon, à réussir à trouver ce qu'on y cherchait, je ne me souviens plus s'il y avait 2 sous, 4 sous, enfin, c'était dérisoire. Et, ça prend quelques minutes quand même? Ben, moi, j'avais calculé que pour un texte normal, ça me prenait, je pense, c'était 2 minutes. Et, il y en a peut-être qui le font plus rapidement, là, mais moi, ça me prenait 2 minutes pour à peu près 2 sous. Alors, multipliez ça pour 1 heure, vous faites 60 sous de l'heure. Et c'est ça, c'est-à-dire que on utilise ces micro-tâches-là pour alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer des images, on va envoyer des choses que l'ordinateur n'arrive pas à décoder. Alors, on demande à des humains de dire, ben, est-ce que ce que je vois, c'est un chat noir ou un ours blanc? Et ainsi de suite. Et là, ça permet aux algorithmes de se corriger, d'apprendre, et ainsi de suite. Alors, on paye des gens des choses dérisoires pour ça. Il y a d'autres fonctions. Là, ça va être pour l'analyse de sondage, de résultats de sondage, des choses comme ça. Je sais que les universités, les chercheurs en sciences sociales utilisent beaucoup les services de Crowdflower puis Mechanical Turk. Là. Ils paient un peu mieux que ce que Amazon va payer. Mais c'est des milliers et des milliers de personnes, sinon des millions qui travaillent. Et de façon assez surprenante, c'est beaucoup d'Américains. Au début, quand j'ai regardé le phénomène, je me dis, mais ça doit être des gens dans les Philippines, en Inde, dans les pays pauvres qui utilisent. Mais non, il y a beaucoup, beaucoup de gens aux États-Unis qui préfèrent même travailler là-dessus parce que ça leur permet de travailler à domicile. Ils ont peut-être de jeunes enfants ou un parent malade. Donc, ils restent à domicile et souvent, ce sont des gens qui ont même des diplômes universitaires. C'est incroyable comment ils font. Non, c'est ça. Oui, mais c'est des sweatshops numériques. Hein. Parce qu'aller chercher 200 $ dans une semaine, c'est énormément de travail là, pour sous l'article. Oui, c'est fou. Mais il semblerait que
en tout cas aux États-Unis, en raison de l'absence de filet social, l'absence de garderie à prix abordable, et ainsi de suite, que ça favorise ce genre d'emploi, là, si on peut appeler ça comme ça, ce genre de travail à la tâche. Oui, c'est du travail à la pièce. Hein? L'avantage aussi pour plusieurs, c'est qu'ils choisissent les heures auxquelles ils travaillent. On peut travailler la nuit, on peut travailler 2 jours le matin, 2 jours l'après-midi, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Alors, il y a, entre guillemets, un certain nombre d'avantages, mais ça s'arrête là, parce que c'est vraiment pas ni payant, ni valorisant. Je peux pas croire que c'est légal, en fait, parce que c'est carrément, c'est des salaires de créfin, c'est des salaires de misère, puis il y a pas moyen de réglementer ça. Là, un enfant peut le faire à l'autre bout, puis il n'y a pas moyen de vérifier. Oui. Moi, je propose dans mon livre un certain nombre de mesures. Je pense qu'elles sont à certains égards assez idéalistes, mais je pense qu'il faut commencer à avoir le débat sur les mesures à prendre, les protections à donner à ces travailleurs-là, la garantie d'un nombre d'heures travaillées, la garantie d'un salaire minimum qui soit l'équivalent de celui qui est en vigueur dans leur juridiction. Si vous soyez aux Philippines ou en Inde ou ailleurs, que vous ayez un salaire minimum. Si le donneur d'ouvrage est américain, il paie un salaire qui serait conforme au salaire minimum américain. Donc, mais je pense qu'il faut commencer à discuter de la réalité de ce travail-là, un peu comme on le fait maintenant avec Uber. Ouais. Les gens veulent être reconnus comme des salariés et non pas comme des travailleurs autonomes. Donc, on voit que ça évolue, ça va être lent, mais je pense qu'il y a moyen de commencer à s'attaquer à ces entreprises-là pour s'assurer la protection des gens qui les emploient. Ouais, parce que et ça va aller en se multipliant. Hein, oui. Le travail à la pièce, ça semble être le futur parce que justement, tu travailles à la pièce, tu n'as pas un salaire garanti, tu n'as pas d'avantage, tu n'as rien finalement. Tu fais la tâche, tu es payé, tu la fais pas, tu n'es pas payé, puis tu es en compétition aussi. Tu es en compétition avec les autres, tu veux toujours travailler plus pour avoir un bon salaire, puis avoir un bon chiffre, puis être bien coté. Là, quand on parle d'Uber, tu as un système de cotation aussi. La réputation, hein? C'est extrêmement important, semble-t-il, la réputation. En fait, c'est pas de la réputation, c'est de la surveillance. C'est pas autre chose. Puis c'est de la surveillance qui est centralisée et par l'entreprise et qui est extrêmement opaque parce que pas moyen de savoir exactement la façon que c'est connecté, la façon que c'est transmis. C'est pas parce que quelqu'un dit que vous avez été impoli dans la voiture que c'est le cas. C'est peut-être parce que vous ne vouliez pas discuter du club de striptease à côté. Là. Je veux dire, on ne sait pas. Alors, moi, je ne fais aucune confiance à des gens comme Uber pour évaluer la réputation de leur choix. Ouais. Puis c'est triste à dire, mais j'imagine, on n'a pas les chiffres, là, mais on peut imaginer qu'en temps de pandémie, ça a dû avoir un boom extraordinaire, ça, du travail à la pièce comme ça, aller lire des articles à 2 cents. Il y en a qui c'est leur seule option. Uber Eats, j'imagine qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec les gens qui ne peuvent pas aller dans les restaurants. Amazon ont fait une fortune, on l'a vu. Là. Jeff Bezos, comme je suis rendu trillionnaire, je ne sais plus trop combien d'argent il y a. Mais la pandémie a vraiment aidé tous les GAFAM, là. Ah oui, non, c'est clair. Puis ça, je pense qu'on pouvait le savoir dès le début que ça serait extrêmement profitable pour eux. Télétravail, achat, comme vous dites, achat à domicile, magasinage en ligne. Et bien sûr, consultation d'Internet encore plus, utilisation de Netflix, ça allait de soi que ces gens-là allaient concentrer encore plus de l'activité économique et marchande qu'avant. Et maintenant que les habitudes sont installées, je vois mal comment on va retourner en arrière. Je vois mal les commerces de la rue Saint-Laurent ou Saint-Denis à Montréal commencer à prospérer là, dans le court terme, en tout cas. Oui, pas dans le court terme, mais je leur souhaite bonne chance dans le long terme si on en sort. Moi aussi, même chose pour la restauration à Montréal et ailleurs.
le nombre de restaurants qui ferment, etc. Bon, ça, c'est la pandémie, c'est pas nos amis de Google qui Non, proposent non, ça. non, mais ceux qui en Mais profitent. ils en profitent. Ils en profitent. Voilà. Terminons sur, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais terminons sur du positif, des solutions, parce qu'il y a des solutions dans le livre quand même, en fait, Oui. des pistes de solutions, des propositions. Vous en Mhm. avez nommé quelques-unes, mais bon, là, on parlait justement du travail à la pièce puis tout ça. Vous proposez de syndiquer travailleurs autonomes. Je ne savais pas que c'est interdit de se syndiquer en tant que travailleur autonome. Ben oui, ben vous êtes pas couvert par le Code du travail. Mhm. Vous n'êtes pas un salarié. Et c'est seulement si on est salarié qu'on peut former un syndicat et négocier une convention collective. Euh, si mon donneur d'ouvrage n'est pas mon employeur, je peux pas me négocier avec lui, je peux pas me Ouais, syndiquer. Non. ouais, Alors, ouais, il faut ouais. être reconnu, soit modifier le Code du travail, soit modifier la relation entre le travailleur autonome et le donneur d'ouvrage pour en faire un salarié et l'autre un employeur. Moi, j'ai été pigiste toute ma vie. Je vous donne un exemple. Normalement, l'employeur, pour la Régie des rentes, pour prendre cet exemple-là, va Mhm. payer la moitié, 50% de la contribution de la Régie des rentes. Mais parce que j'étais travailleur autonome, je payais le 10% total. Je ne facturais pas à mon donneur d'ouvrage un 5%, un supplément de 5% comme étant sa cotisation normale à la Régie des rentes. Et donc, le donneur d'ouvrage échappait à tout. Il ne payait pas mes vacances, il ne payait rien de ça. Alors, c'est la même chose pour Uber. Donc, il faut modifier le Code du travail pour permettre une protection des travailleurs, permettre qu'ils aient des avantages sociaux, et ainsi de suite. De la même façon que je propose dans mon livre sur la question de l'automatisation, parce qu'on Ouais. s'attend, puis on le voit d'ailleurs, que la robotisation et l'automatisation s'accélèrent à la faveur de la pandémie. Et donc, ce que je suggérais dans mon bouquin, c'est que d'une part, comme le taux de syndicalisation a radicalement baissé dans les pays occidentaux, surtout aux États-Unis où dans le secteur privé, seulement 8 ou 9% des travailleurs sont syndiqués, c'est que par défaut, il y ait un syndicat soit formé, à moins que les travailleurs le refusent. Et non pas le contraire. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, il faut que les travailleurs se mobilisent, aient un vote, etc. Tandis que moi, ce que je suggère, c'est que d'emblée, les travailleurs soient syndiqués et que s'ils le souhaitent, ils pourraient ne pas l'être, mais il faudrait que ce soit un vote pris par les travailleurs eux-mêmes. De la même façon que je propose qu'on taxe l'automatisation. Oui. À partir du moment où on est en mesure de voir, parce que l'enjeu, c'est qu'en automatisant, vous enlevez des salariés, vous enlevez des travailleurs. Ces gens-là payent des impôts, etc. Un robot, une machine ne paie pas d'impôts. Et donc, et ça remplace des travailleurs, ces machines-là. Mhm. Donc, il faudrait que l'employeur continue à avoir une contribution aux systèmes sociaux par une taxe qui serait à calculer, à évaluer. Là, je ne suis pas un fiscaliste, etc. Mais que le principe de cette taxation-là, parce qu'on remplace la main-d'œuvre, soit débattu et mis en œuvre. Ouais, ouais. Dans le fond, finalement, Donc, ça fait partie des propositions que je fais. que ça soit plus nécessairement avantageux d'automatiser le travail. Même chose pour, si on se dirige, on dirait qu'on se dirige vers ça, là. La plupart des travailleurs vont être des travailleurs autonomes, atomisés, pigistes et tout ça, que ça soit plus, si on est syndiqué, tout ça, que ça soit plus nécessairement un avantage de pousser tout le monde vers le travailleur, à être travailleur autonome ou à Ouais, automatiser tout mais, ça, il y a une petite punition finalement là, ouais, mais à- il faut pas voir ça comme une Ben non, punition, mais ouais, un incitatif peut-être à ni pas comme aller une vers là. restriction. Non, mais moi, je verrais ça plus se dire, ben, c'est une contribution à la société. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous créez de la richesse. En automatisant, j'imagine que l'entreprise qui automatise ne le fait pas pour réduire ses profits, elle le fait pour augmenter ses profits. Et donc, à terme, si on regarde dans l'ensemble des secteurs d'activité, surtout dans le domaine manufacturier, mais on le voit dans les services d'assurance, services bancaires, l'automatisation est très avancée. Normalement, ça produit de la richesse. Et il serait normal que cette richesse-là soit redistribuée. Et donc, il faut trouver des moyens micro, et non pas seulement macroéconomiques, il faut trouver des moyens microéconomiques
pour taxer cette production de richesse et la redistribuer à l'ensemble de la population. Donc, c'est pas une question de lutter contre les avantages de l'automatisation, parce que je pense qu'il y a certains avantages. Je parle du fait, à un moment donné, dans mon livre, qu'il y a des travaux extrêmement pénibles et dangereux qui ont été remplacés, que les humains faisaient, puis qui ont été remplacés par des machines. Quand vous appliquez une laque extrêmement dommageable pour vos poumons sur une voiture, ben, c'est préférable que ce soit un robot qui le fasse. Fait qu'il ne faut pas nier ce genre d'avantages amenés pour l'automatisation, mais il faut que ça profite à l'ensemble de la société et non pas seulement à des financiers ou des capitalistes qui vont aller chercher la plus-value plus grande générée par cette automatisation. Mais on dirait que ce modèle-là, en même temps, ça fonctionne pas à long terme. Je le disais dans votre livre, d'ici 15 ans, 40 à 50 des emplois vont être éliminés aux États-Unis avec l'automatisation, mais s'il n'y a plus d'employés, s'il n'y a plus de travailleurs, s'ils n'ont plus de revenus, je veux dire, ils ne peuvent pas avoir une surconsommation dans le modèle économique actuel. Il ne peut pas avoir une croissance économique infinie. Là. C'est qui va les acheter, les bébelles, s'il n'y a plus personne qui a de travail? On dirait que ça va frapper un mur, ce modèle-là. Là. Ben oui, c'est la grande contradiction. C'est-à-dire que le capital, pour continuer, il faut qu'il exploite la main-d'œuvre. Il n'y a pas le choix. Puis il faut qu'il paye cette main-d'œuvre-là pour que cette main-d'œuvre devienne des consommateurs. Tuer le travail salarié, c'est tuer la consommation. On peut remarquer, pour avoir un débat sur le fait qu'il faut peut-être diminuer la consommation, là, la décroissance, ça c'est une autre discussion, mais il en demeure pas moins que, effectivement, ces gens-là courent vers leur perte en détruisant le travail salarié ou en détruisant le travail humain, en tout cas. Comment ils vont négocier ça? Bon, eux nous disent, et à certains égards, ils n'ont pas toujours tort, et eux nous disent que ça va générer d'autres types d'emplois. L'exemple qui est donné, c'est l'élimination de la paysannerie et du travailleur agricole au tournant du 20e siècle. On avait, je me souviens plus du pourcentage, mais on avait énormément de gens qui travaillaient dans le domaine agricole. Maintenant, on est rendu à 1 ou 2 de la population. Et ces gens-là qui ont été déplacés ont trouvé du travail ailleurs. Le problème qu'on a, c'est pas tellement ce déplacement de la main-d'œuvre, c'est la rapidité à laquelle ça va se faire. Et on soupçonne que parce que ça va être si rapide, le choc va être terrible. Étaler ça sur 20, 30, 40 ans, 50 ans, comme ça a été le cas pour l'agriculture, c'est une chose. Mais le faire sur 10, 15 ans, et surtout dans des domaines où la main-d'œuvre qu'on voudrait avoir risque on va avoir besoin de compétences techniques très avancées. On ne pourra pas prendre celui qui travaillait sur une chaîne de montage puis l'amener à coder des robots. Là. Ça ne peut pas se faire aussi rapidement que ça. Donc, il va falloir des méthodes et l'accompagnement de ces travailleurs-là qui vont être déplacés. Et il va falloir que les entreprises acceptent de financer la formation de la main-d'œuvre beaucoup plus qu'ils le font maintenant. Et ça va coûter des sous, il va y avoir des problèmes sociaux importants, je soupçonne. Mais moi, je pense qu'on peut trouver des solutions à ça. Mais encore une fois, la question du revenu minimum universel garanti, il y a plein de propositions sur la table pour tenter de remplacer les revenus générés par le travail par d'autres formes, là, par une redistribution de la richesse qui passerait par d'autres voies principales que le travail. Et donc, il faut explorer ce genre de modalité de redistribution. Ah, mais le marché a déjà pensé à tout ça, Pierre. Les gens qui n'ont pas de compétences, ils sont juste allés sur Crowdflower et Mechanical Turk. Ils font des revenus. Le marché a toujours raison. En terminant, il y a une solution, une piste de solution que je trouvais intéressante par rapport à la collecte de données, de peut-être passer par les fournisseurs, que ce soit Bell, Vidéotron, etc. De quelle manière vous voyez ça? Parce que moi, ma copine a travaillé en musique, puis les plateformes de streaming, puis tout ça, c'est assez difficile de se rendre jusqu'à eux, mais peut-être y aller plus local, puis parce que ces plateformes-là, en fait, ces fournisseurs-là, ils profitent de ces plateformes-là, du streaming, de tout ça. Ouais. Peut-être passer par eux autres avant de se rendre jusqu'aux géants qui semblent inattaquables.
Ouais, ben, il faudrait peut-être poser la question à Vidéotron et à Bell, pourquoi ils ne le font pas. La seule chose que moi, ce dont je parle dans mon Ouais. livre par rapport à Vidéotron, par exemple, c'est que les fournisseurs d'accès à l'Internet proposent à leurs abonnés des applications de courriel, des applications d'échange de communication qu'on appelle médias sociaux, qui soient ceux qui protègent les données, qui ne les collectent pas, etc. Alors, donc, par défaut, un fournisseur de services comme Vidéotron indiquerait à ses abonnés, voici les instruments que nous vous proposons d'utiliser plutôt que d'utiliser Facebook, plutôt que d'utiliser Chrome. Voici des navigateurs ou des moteurs de recherche qui ne collectent pas de données sur vous, qui ne vendent pas de pub, etc., parce qu'ils existent. Et donc, fait que la seule proposition que j'ai à faire à Vidéotron, c'est celle-là. Quant à celle que vous mentionnez, écoutez, je ne connais pas assez. Mais je me posais la question, je ne sais pas si c'est possible, mais admettons que tu achètes un téléphone chez Vidéotron, puis ton téléphone, quand tu l'achètes, tu ouvres la boîte, puis ça, c'est déjà inclus dans le téléphone, que ça ne collecte pas nécessairement les données. J'imagine qu'il y a des logiciels qui peuvent se faire. Puis si on veut qu'on collecte tes données, mais il faut que tu l'actives, mettons, mais que ça vient comme ça, qu'il n'y a pas de collecte de données. Je ne sais pas si c'est possible, là, c'est moi qui pense tout haut, mais j'imagine que ça se peut. Là. Oui, c'est possible. La seule chose, c'est que quand vous achetez un téléphone de Vidéotron ou de Bell, généralement, vous avez les deux modèles. Vous avez Android, le système d'exploitation Android, ou le système d'exploitation d'Apple, iPhone. On s'en sort pas, finalement. Ben, on s'en sort pas. On peut très bien s'en sortir. C'est-à-dire, on peut commencer à exiger de la part de ces constructeurs-là que le système d'exploitation ne soit lié à aucune application d'emblée. C'est-à-dire que quand j'achète mon téléphone, pourquoi c'est Chrome qui est installé? Pourquoi c'est ici? Pourquoi c'est ça? Bon, on peut très bien avoir comme je vous disais, Vidéotron peut proposer une série d'applications qui sont, entre guillemets, échappent au modèle d'affaires dominant à l'heure actuelle. Puis ils existent. Donc, je pense que c'est le rôle que les Vidéotron et Bell de ce monde pourraient jouer. Ouais. Est-ce qu'eux voudraient se lancer dans le développement d'applications, de systèmes d'exploitation? Ça, c'est une toute autre histoire parce que je pense que les efforts sont énormes pour en arriver là. Mais il y a des gens qui ont déjà développé des systèmes d'exploitation, des navigateurs qui sont, entre guillemets, beaucoup plus sympathiques à l'utilisateur. Ben, je vais fouiller ça. Ça m'intéresse. Ouais. Mais comme je vous dis, je vous propose la lecture du livre de Philippe de Grosbois. Je vais lire ça aussi. Qui en parle longuement de ce genre d'instrument-là. Super. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Henrichon. C'était vraiment très intéressant. Bon, ça fait monter mon niveau d'angoisse un petit peu plus haut, mais non, mais écoutez, faut quand même être éveillé à ces informations-là. Il y a beaucoup d'informations. Mais je suis sûr que Google offre des services de consultation psychologique. Ça va probablement m'être proposé là, quand je vais retourner sur toutes mes applications. D'ailleurs, ce podcast est disponible sur Facebook, Apple et toutes ces affaires-là. Hein? Merci de m'avoir invité. J'ai trouvé ça effectivement très agréable. Bon, c'était une conversation en bâton rompu, mais je pense que oui, évidemment, pour en avoir ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Il faut aller lire le livre pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Pierre. C'est moi qui vous remercie une fois de plus. Au revoir. Bye bye.